Nous allons accueillir dans quelques minutes Philippe Val, le PDG du groupe La Poste, et que cet après-midi, nous comptons sur vous pour assister aux keynotes que nous avons avec nos invités. Geoffroy Roux de Bézieux, Justine Hutto, Alain Ducasse et Nicolas Isnard. Mais sans plus attendre, c'est David Buté, le président du MEDEF Côte d'Or, qui signe l'ouverture de cette journée. Alors, on va mettre les téléphones portables sur silencieux, du coup. L'occasion de le rappeler. Le temps que tout le monde s'installe et revienne, parce qu'il y a eu un petit peu de retard, si j'ai bien compris. Donc, je vais ouvrir cette 10e édition de notre université d'été du MEDEF de Côte d'Or. Donc, mesdames, messieurs, chers amis entrepreneurs, bienvenue à la 10e édition de l'université d'été du MEDEF de Côte d'Or. Après des mois de visioconférences, de Zoom, de Teams et j'en passe, je suis vraiment heureux de vous retrouver toutes et tous pour de vrai. Cet événement, j'ai tenu à le maintenir cette année, après une année blanche. Après l'épreuve que nous avons traversée, je pense qu'il fallait envoyer un message fort, un message d'entrepreneur, une marque de confiance dans l'avenir. Venir à l'écrin, à Talent, c'est envoyer un message de soutien à tous ceux qui ont été et sont encore durement impactés par la crise, notamment le secteur de l'événementiel, que je connais bien, mais aussi celui de la restauration. Et avec les food trucks et traiteurs qui sont présents aujourd'hui, on démontre que la reprise est là. Donc merci à vous tous, merci à tous les adhérents ou non du MEDEF de Côte d'Or présents aujourd'hui. C'est la preuve de votre envie de participer à la relève de notre économie. Cette édition 2021 est placée sous le signe du changement. Nouveaux concepts, nouveaux formats, nouveaux lieux. Né de la volonté de se confronter à de nombreux défis, cet événement doit permettre de confronter les points de vue afin de faire surgir des idées et des solutions. Effondrement et émergence, c'est le thème retenu cette année pour cette 10e édition. Marqués par la crise sanitaire et économique, les entrepreneurs font face avec courage, ténacité et détermination. Vous le savez mieux que quiconque, l'entrepreneur, c'est celui qui aime prévoir, se projeter, anticiper. Cette crise a révélé l'extraordinaire réactivité des entrepreneurs qui ne sont pas restés les bras croisés à attendre que ça se passe. L'entreprise est active et à l'écoute sur son territoire. La crise de la Covid-19 nous a obligés à accélérer les transformations de nos entreprises. Une croissance durable et responsable pour répondre aux enjeux climatiques. La digitalisation au service de l'entreprise de demain. L'innovation pour développer notre souveraineté industrielle. Et enfin l'inclusion pour ouvrir à tous les portes de nos entreprises et soutenir la jeunesse particulièrement fragile dans ce contexte. Autant de grands enjeux qui font de nos entreprises des acteurs engagés de notre territoire. Ce qui nous motive, nous, entrepreneurs, c'est la liberté d'entreprendre, la prise de risque, l'audace. On ne devient pas entrepreneur pour être mis sous tutelle de l'État. Les aides de l'État ont été nécessaires, et on remercie encore nos gouvernants, mais elles ne doivent pas remettre en cause notre liberté fondamentale, celle d'entreprendre. Donc, à un moment donné, elles doivent cesser. Pour faire face, nos entreprises ont pu compter sur le MEDEF, qui aujourd'hui encore poursuit son soutien à ses adhérents et son engagement aux côtés de toutes les entreprises du territoire. Nous continuons à nous mobiliser avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire, les branches professionnelles, les services déconcentrés de l'État, les collectivités locales. J'ai renouvelé mon mandat à la présidence du MEDEF de Côte d'Or en juillet dernier. Ce mandat de président d'une organisation interprofessionnelle puissante est un engagement fort pour l'entreprise. L'enjeu est de continuer à défendre les entrepreneurs et les accompagner dans la relance. Avec le nouveau bureau qui s'est installé et s'est réuni avec le conseil d'administration jeudi dernier, et les collaborateurs du MEDEF, nous travaillons à une feuille de route pour répondre aux problématiques conjoncturelles et continuer à bâtir ensemble une économie solide, durable et responsable. N'oublions pas que les entreprises sont les maîtres d'œuvre de la création de la valeur et de richesse économique de notre pays et a fortiori du territoire. 18 mois après le premier confinement, beaucoup de choses ont changé sur le marché de l'emploi. Entre les offres de plus en plus nombreuses, les métiers qui émergent,
les envies de reconversion qui se multiplient et la généralisation du télétravail, le bilan est lourd et complexe. La France est le seul pays de l'OCDE où le chômage structurel se situe entre 7 et 8%. C'est le handicap majeur pour notre croissance potentielle. En France, au premier trimestre 2021, le taux d'emploi a été de 66% contre 76% en Allemagne. Cet indicateur est en réalité bien plus important que le taux de chômage. En termes simples, cela veut dire que l'Allemagne a 10 points en plus de sa population en âge de travailler qui travaille, donc qui crée de la richesse et donc qui paye des impôts. Alors comment expliquer un tel écart? D'une part, il y a des problèmes de mobilité géographique. La France est le seul pays de l'OCDE où on y déménage le moins pour changer d'emploi. D'autre part, il y a des problèmes d'inadéquation entre la formation, les compétences et les attentes des entreprises. Et au MEDEF, nous y travaillons avec les partenaires sociaux pour réformer la loi de 2018 sur la formation professionnelle notamment. Mais il y a aussi un système d'assurance chômage qui, outre le fait qu'il est extrêmement complexe et coûteux, décourage, dans un certain nombre de cas, la reprise du travail. Et c'est pour cela que nous demandons que la réforme de l'assurance chômage soit mise en place le plus rapidement possible. En effet, avec 3,8 millions de chômeurs, ce ne sont pas les candidats qui devraient manquer. Et si je viens sur la Côte d'Or, il y a près de 41 000 personnes qui sont au chômage et employables logiquement. Et pourtant, les difficultés de recrutement sont toujours présentes. Et elles ont même augmenté pendant la pandémie. Je ne croise pas un seul chef d'entreprise qui ne me dit pas qu'il a du mal à recruter. La pénurie de main-d'œuvre pèse donc sur la reprise de nos entreprises. Alors que nos entreprises sortent tout juste la tête de l'eau, que ce soit par surcroît d'activité ou manque d'activité, puisqu'il y a aussi ça, les entreprises se retrouvent désormais confrontées à une pénurie de main-d'œuvre. C'est un obstacle pour qu'elles redémarrent pleinement leur activité. De plus, le télétravail a enclenché une remise en question des salariés sur leur travail. Résultat, de nombreux acteurs économiques peinent à recruter, même dans des métiers bien rémunérés. En plus des problèmes de recrutement, les entreprises du bâtiment et de l'industrie éprouvent des difficultés à se procurer les matières premières nécessaires pour livrer leurs clients. Au total, 6 filières sont touchées par les tensions liées aux approvisionnements. L'automobile, l'agroalimentaire et le bâtiment pour la partie client, et l'électronique, la métallurgie et la chimie pour la partie fournisseur. Nous faisons face à un goulot d'étranglement entre une reprise très forte post-confinement, doublée d'un effet de restockage, et des capacités de production qui ne sont pas dimensionnées pour une telle demande. La tâche est donc immense, mais nous, entrepreneurs, en prise avec le réel, nous serons au rendez-vous. Notre responsabilité, nous l'avons prouvé durant cette crise, malgré les confinements, malgré les règles sanitaires, malgré les difficultés d'organisation. Comme l'a si bien dit Geoffroy Roux de Bézieux, que nous verrons tout à l'heure, l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. Nos entreprises le prouvent tous les jours. Et je rajouterai de mon côté qu'il en est de même avec les collectivités territoriales. C'est pourquoi, chers amis, soyez-en sûrs, le MEDEF Côte d'Or continuera d'être inlassablement un MEDEF de proposition guidé par sa raison d'être, agir ensemble pour une croissance responsable. Mais il sera également, quand c'est nécessaire, un MEDEF de combat aux côtés des entreprises, à vos côtés. Je vous souhaite à tous une très belle université d'été, des moments forts, des échanges fructueux et bien entendu de belles rencontres. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, David. Vous savez que c'est organisé avec un certain nombre de partenaires, dont vous avez la liste de part et d'autre de cette scène. Je voudrais, avant que nous n'attaquions la première conférence de cette journée, donner la parole à Thierry André, s'il voulait bien me rejoindre sur scène, pour un petit mot de la part de l'entreprise qu'il dirige, donc André Le Groupe. Merci tout d'abord, David, comme tu l'as dit, d'avoir maintenu l'organisation de cet événement dans un contexte sanitaire qu'on savait être encore compliqué, tangent. Voilà, il y a eu beaucoup de points d'interrogation. On est heureux d'être là, heureux d'être aux côtés du MEDEF pour cette journée si particulière, heureux de retrouver du présentiel, du contact, de l'humain. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus
le plaisir de pouvoir échanger en physique, comme on dit maintenant. C'est visio, c'est bien, mais ça a ses limites aussi. Alors pourquoi être partenaire aujourd'hui des universités d'été ? Parce que quand David et son équipe nous ont proposé d'être partenaire majeur, le thème s'est imposé à nous. Effondrement, bien sûr, l'effondrement en tant qu'acteur régional de premier plan dans notre cœur de métier qu'est l'expertise comptable et l'audit, sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, en passant par Paris ou Lyon. On a été aux côtés de nos 8000 clients pour tous les jours leur donner l'information, la décrypter, s'adapter en permanence à tout ce qui se passait. Donc cet effondrement, on l'a vécu de l'intérieur, on l'a vécu aux côtés de nos clients. On l'a vécu aussi en interne, bien évidemment, il a fallu s'adapter, s'organiser. Et c'est là aussi qu'on a vécu cette émergence avec vous tous de ces nouveaux outils. On a appris à se servir de la visio. On est tous devenus des experts de Zoom, de Teams. On a vécu ces moments marrants avec des gamins qui passent derrière et autres. Tout ça, on l'a vécu avec vous. Et cette émergence, on est en plein dedans. La mutation technologique, la numérisation. On est au cœur de ce sujet. Comme beaucoup de secteurs aujourd'hui, on est impacté par ces changements. Il faut les anticiper et pas les subir. C'est la conviction qu'on a au sein du groupe. Et sur l'ensemble de nos métiers, on est en capacité d'accompagner nos clients dans cette émergence, que ce soit bien sûr sur le cœur de métier, mais au-delà de ça, la Facturix, on avait un atelier à l'instant sur le sujet, disparition du papier, ça va générer des mutations fortes, il faut s'organiser, il faut avoir les bons outils, les bons systèmes, il faut sécuriser la data, ce fameux big data, il faut être capable de traiter cette donnée, de l'analyser. Il faut aussi être capable d'accompagner les ressources humaines, les hommes, les former. Ce changement, il fait peur. Il faut se l'approprier, il faut emmener toutes les équipes. Donc là aussi, on peut accompagner à travers nos équipes en matière de ressources humaines. Et il y a un autre volet qui est important aussi aujourd'hui, je crois, c'est la jeunesse. On l'a vécu pendant toute cette période de crise et on a touché aussi peut-être du doigt les limites du télétravail. Qu'est-ce que ça a été compliqué d'accompagner nos dizaines de jeunes stagiaires, d'alternants, de débutants dans le début de leur parcours professionnel. C'est compliqué en télétravail d'expliquer à un jeune comment travailler, comment progresser. Et je pense qu'ils ont beaucoup souffert de cette année et demie de crise et puis qui n'est pas finie, il va falloir apprendre à vivre avec. Donc là aussi, cet enjeu humain, il n'est richesse ni force que d'homme. Il est majeur. Tous nos clients, 100% de nos clients ont des problématiques de ressources humaines, problématiques pour attirer les talents, l'attractivité, la marque employeur, les problématiques derrière pour conserver les talents au sein de l'entreprise, les faire évoluer, construire une stratégie, une communication interne, travailler sur la qualité de vie au travail. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels, chez André Le Groupe, on est totalement investi sur fond de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Là aussi, ça intègre la dimension ressources humaines, ça intègre la gouvernance, l'exemplarité et bien évidemment aussi la prise en compte de ces sujets environnementaux auxquels les jeunes sont forcément très sensibles, beaucoup plus qu'on ne pouvait l'être à notre époque. Ils choisissent leur entreprise en fonction de ces critères-là. Et également, cette RSE, elle impacte dès aujourd'hui l'approche que vont avoir l'ensemble des parties prenantes autour de l'entreprise dans l'analyse qu'ils vont faire de celle-ci. Par exemple, les partenaires bancaires aujourd'hui vont analyser de plus en plus le critère RSE pour savoir si elles acceptent de prêter ou pas et à quel taux elles vont prêter également. Voilà, donc ce sujet RSE, comme beaucoup d'autres, fait partie de ces sujets qu'il faut s'approprier et anticiper. Donc tous ces thèmes-là, ils sont en résonance forte avec, je pense, ce sujet de l'émergence après cet effondrement qu'on a vécu, ce sujet des jeunes à intégrer. On était 100% en phase avec tout ça, donc ravi d'être là aujourd'hui, de partager, et puis venez nous voir sur notre stand, on sera ravis d'échanger sur toutes ces thématiques avec vous toutes et vous tous. Et puis très bonne conférence. Derrière, il y a Philippe Val, la Poste, comme beaucoup d'entreprises, est particulièrement impactée par le numérique, par toutes ces évolutions de société. Pour autant, on a l'impression que le changement passe comme une lettre à la Poste chez vous. Elle est facile. Quelle est votre recette? Comment faites-vous? Eh bien ça, on le saura dans un instant, puisque Philippe Val est notre premier invité. Merci Thierry André, merci du soutien que vous apportez à l'université d'été du MEDEF Côte d'Or. Alors je pourrais faire un petit test et puis demander à chacun d'entre vous combien il postait de lettres il y a 20 ans, combien il en poste aujourd'hui.
combien il envoyait de mails avant et maintenant, combien il expédiait et recevait de colis, professionnellement ou personnellement. Vous me voyez venir, nos manières de consommer et nos manières de communiquer ont profondément et rapidement changé. Et pour une entreprise comme La Poste, ça change tout. Effondrement et émergence, le thème de notre journée semble taillé sur mesure à ce que connaît le groupe. Pour parler de son adaptation aux mutations du monde, nous recevons celui qui le dirige depuis 2013, monsieur Philippe Val. Bonjour Philippe Val. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Et quand un postier est invité, il vient. Et donc, comme vous m'avez invité, je ne sais pas si vous espériez que je vous dise oui ou non, mais j'ai dit oui. Eh ben, on est ravis que vous donc, soyez là. Je suis absolument ravi d'être parmi vous ici à Dijon. Et ça vous donnera l'occasion de répondre à la question de Thierry André. J'en ai d'autres, des questions, mais effectivement, celle qu'il a posée est un peu un fil rouge. On va parler de toutes ces mutations structurelles, ces changements fondamentaux que connaît notre économie et que vous connaissez. Mais avant de parler de transformation structurelle, je voudrais qu'on évoque avec vous la conjoncture. Comment se porte le groupe La Poste aujourd'hui? Comment ça va? Écoutez, on a eu un premier semestre solide. Le chiffre d'affaires du groupe, malgré l'effondrement du courrier dont vous parliez, et sur lequel nous allons revenir, s'est accru sensiblement. On a été profitable. L'année dernière, on avait une lourde perte, mais on a été profitable. Donc, on est au début du redressement de notre situation économique et on sent beaucoup de croissance, très forte croissance du colis, très forte croissance du e-commerce, très forte croissance aussi des préoccupations de RSE. C'est très impressionnant comment à 3 reprises déjà, vous avez parlé de cette thématique et notre groupe est un leader mondial de la RSE. Donc, pour l'instant, et avec la prudence qui doit être la nôtre, il y a une dynamique de croissance en France et il y a une dynamique de croissance pour nous en France et à l'international. Dynamique de croissance globale, mais si on va un petit peu plus dans le détail, ces 18 derniers mois tout à fait particuliers, comment se sont comportés vos différents secteurs d'activité? Est-ce que les gens se sont remis à écrire un petit peu plus de lettres? Est-ce que les colis ont explosé en raison de l'achat sur Internet? Comment se sont comportés vos différents secteurs? Alors pour nous, 2020, c'est vraiment l'effondrement. Je ne sais pas si vous avez choisi ce thème pour nous, mais en tout cas, c'est l'effondrement. D'habitude, chaque année, nous perdons 600 millions de lettres. D'accord? Donc, vous posiez la question, et c'est bien, votre introduction est parfaite. Combien de lettres envoyaient les Français en 2008? Ben, je le sais exactement. 18 milliards. En 2019, nous, collectivement, n'en avons plus envoyé que 9, ce qui est la moitié de 18. En 2020, on a perdu d'un coup 1,7 milliard de lettres, c'est-à-dire 1,7 milliard de chiffre d'affaires dans une seule année. Donc, pour le courrier traditionnel, l'année a été totalement dramatique et vraiment, ça a été un véritable effondrement. En face de ça, il y a la dynamique du colis. Nous avons beaucoup développé le colis. Nous avons même renforcé nos parts de marché de colis en France avec Colissimo, Chronopost, DPD, ces 3 marques, c'est La Poste. Et à l'international, là, on a eu un boom complet du colis avec une très très forte croissance. Il faut que vous sachiez que La Poste est en fait, même si vous ne le savez pas, de façon visible, le leader du colis domestique en Europe. On est même devant les Allemands de Deutsche Post DHL. Parce qu'en Italie, on est le leader avec une entreprise familiale que nous avons rachetée qui s'appelle BRT, comme Bartolini. Donc, si vous avez pris vos vacances en Italie, vous avez vu nos très beaux camions rouges plutôt. Pas le rouge Ferrari, le rouge Bartolini, un peu dégradé en Pantone, le Ferrari, par rapport au nôtre. Donc, on est leader en Italie, on est numéro 2 en Allemagne, numéro 2 à Londres. Si vous avez été à Londres, vous avez vu DPD absolument partout. Donc ça s'est très très bien comporté. On est également en Asie du Sud-Est. Je reviens de Singapour, je vous en parlerai, avec Ninjavan, qui est une start-up qui est en train de devenir le leader du dernier kilomètre en Asie. Donc si vous êtes à Singapour, à Manille ou à Jakarta et que vous voyez Ninjavan, ben, il faut vous dire qu'il y a de La Poste dans Ninjavan. Donc ça a été en très forte croissance.
On a fait en plus une opération structurante en rapprochant la Banque Postale et CNP Assurance. Donc CNP Assurance est devenue une filiale de la Banque Postale. Donc ça, c'est un secteur qui va bien. Nos nouveaux services se portent très très bien. On a lancé des nouveaux services qui ne faisaient pas de chiffre d'affaires en 2014. On va faire en tout, avec nos acquisitions et notre propre développement, presque 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Donc c'est une situation qui est contrastée. C'est une situation qui fait, et finalement votre thématique d'effondrement et d'émergence est une thématique schumpeterienne. Nous sommes une entreprise schumpeterienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire être schumpeterien ? Joseph Schumpeter est un grand économiste du XXe siècle, première moitié du XXe siècle, autrichien, qui disait que les entreprises vivent un cycle permanent, heureusement permanent, pour revenir à ce que disait David Butet en introduction. Il y a des entreprises et des activités qui meurent, il y en a qui ralentissent, il y en a qui accélèrent et il y en a qui naissent. Eh bien, il n'y a pas d'entreprise plus schumpeterienne que la Poste. C'est exactement ce que nous vivons, des choses qui s'effondrent, des choses qui ralentissent, des choses qui explosent, des choses qui naissent. Nous sommes profondément une entreprise schumpeterienne. Vous vous souvenez tous du slogan de la Poste dans les années 1985-86, hein, c'était « Bouger avec la Poste ». C'était un slogan qui était très en avance sur son temps, parce que finalement, quand on voit la moitié de son activité historique, de son cœur de métier s'effondrer, on est bien obligé de bouger. De quelle manière, depuis toutes ces années, est construite votre stratégie ? Diversification, internationalisation, pour reprendre les exemples que vous venez nous citer ? Tout à fait, et vous avez raison de dire qu'il n'y a pas de stratégie sans diagnostic. Et donc, quand je suis arrivé après une transformation de la Poste, menée remarquablement par mes prédécesseurs, Jean-Paul Bailly, Claude Bourmeau, Martin Vial, on a quand même été saisi par les chiffres dont je vous parlais, 18 milliards, 11 milliards, etc. Et on s'est dit, un jour, il n'y aura plus de lettres. Un jour, il n'y aura plus de lettres. Et donc, il faut faire le diagnostic et il faut partager ce diagnostic. Nous avons donc fait le diagnostic du risque de disparition de la Poste. Et on l'a partagé avec les salariés et les syndicats. Et on s'est donc dit, il faut accélérer la transformation du groupe. On a lancé un plan stratégique 2013-2020 qui s'appelait La Poste 2020, conquérir l'avenir. Et ce plan a réussi puisque en 2020, le courrier traditionnel ne pesait plus que 19% de notre chiffre d'affaires. Donc la lettre, vous parliez de la lettre à la Poste, ça fonctionne toujours bien, mais ça ne pesait plus que 19% de notre chiffre d'affaires, qu'entre 40% à mon arrivée et 70% en 1990. Je le vois dans cette salle, vous êtes tous extrêmement jeunes, mais en 1990, vous voyez l'expérience, 70% de la Poste, c'était encore de la lettre. À la fin de cette année, ce sera moins de 18%. Donc, la grande priorité de notre plan stratégique, ça a été la diversification. Se diversifier. On a choisi 2 principaux secteurs de diversification, la logistique, c'est-à-dire le colis, en France et à l'international, et la banque et les services financiers. Et puis, on s'est dit aussi qu'il y avait 2 nouveaux métiers qu'on devait installer, non pas pour 2020, mais pour 2030, les services numériques de confiance, on en parlera. Nous sommes la seule entreprise qui ait une identité numérique qui a été certifiée par l'Agence nationale de sécurité digitale. Et d'autre part, les services de proximité humaine, c'est-à-dire que l'idée fondamentale que le facteur n'allait plus apporter une lettre chez vous, mais qu'il allait apporter des services, livrer des médicaments, livrer des repas, venir vous demander des nouvelles de la part de vos enfants ou de vos parents, etc., etc. Donc là, oui, la stratégie, c'est une stratégie de transformation par la diversification. On va revenir sur les 2 derniers sujets que vous venez d'évoquer. Le numérique d'abord. Alors Internet, c'est le grand responsable, évidemment, de la chute du courrier. Vous avez finalement... On ne lui en veut pas. Vous ne lui en voulez pas, à tel point que vous vous êtes effectivement investi fortement dans les services numériques, mais avec quelle philosophie et quels objectifs ? La première chose, et quand je dis qu'on n'en veut pas Internet, dit beaucoup de choses de notre philosophie d'entreprise.
vous l'avez dit, je vous ai donné les chiffres, ce que nous vivons est un effondrement. Pour nos salariés, c'est dramatique, puisque le métier de facteur va disparaître, ou plutôt, le métier de facteur tel qu'il était en 1990 va disparaître. Et donc, le but collectif, c'est d'en inventer un autre. Enfin, ça ne sert à rien d'en vouloir à Internet, puisque même si on lui en voulait, ça n'aurait aucune influence. La philosophie est donc d'essayer d'agir sur ce qui dépend de nous. Et la croissance d'Internet, elle ne dépend pas de nous. Dès lors, nous avons décidé d'accélérer la digitalisation du groupe La Poste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'ailleurs d'abord que depuis 2011, les facteurs n'ont plus de carnet à souche, ils ont un smartphone. L'outil de travail des facteurs est devenu un smartphone. Ne croyez pas que ça a été simple pour les 92 000 facteurs à l'époque. Aujourd'hui, on n'en a plus que 75 000. Mais pour les 92 000 facteurs de l'époque, ça a été aussi difficile que pour tous les salariés. Ce qui a été plus facile, c'est que, de toute façon, le carnet à souche a disparu. Donc, c'était soit le Samsung Galaxy, j'en profite pour faire une pub pour Samsung, en espérant que cette pub va me permettre de baisser les prix de Samsung lors de la prochaine négociation avec eux. Mais c'était soit le Samsung, soit compter les lettres sur ses doigts. Ça a été... Voilà. Donc, on a fait beaucoup de formations. Et en fait, c'est les enfants de nos factrices et de nos facteurs qui nous ont le plus aidés. En interne, on fait de la formation. Mais c'est leurs gamins qui, le soir, ont dit « Mais papa, maman, tu ne comprends rien, je vais t'expliquer. » C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, tout le monde s'est mis à la digitalisation. Et par ailleurs, nous, on a décidé, ça a été le plus compliqué, le plus incompris, le plus critiqué parfois, de considérer qu'alors que nous étions un tiers de confiance dans le monde physique, nous allions devenir le tiers de confiance dans le monde numérique. Alors pourquoi on est le tiers de confiance dans le monde physique ? Eh bien parce qu'il y a des milliers de Français qui confient le secret de l'endroit où ils rangent la clé de leur domicile. Et ce n'est pas vrai qu'en rural, c'est vrai aussi dans l'habitat vertical, à leurs facteurs. Ben ça, il faut arriver à transposer cette confiance et cette relation d'intimité dans le monde digital. Et on a décidé de le faire à la fois en développant des services de proximité, aussi en développant des outils digitaux de confiance. Et je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est Digipost. Digipost, c'est l'endroit, l'application sur le web sur lequel, avec les entreprises, nous avons passé un contrat et vous recevez votre bulletin de salaire. Donc la Poste a discuté avec des grandes entreprises en disant on sacrifie la lettre qui vous envoyait votre fiche de salaire contre une application de la Poste où vous allez recevoir votre fiche de salaire. Moi-même, je suis utilisateur de Digipost pour ma fiche de salaire, évidemment, c'est absolument remarquable. Je vous incite à le faire. Et nous avons aujourd'hui 5,7 millions des salariés français qui ne reçoivent plus leur salaire mensuel par la Poste, mais qui le reçoivent par Digipost. C'est un outil qui va bien au-delà de la fiche de salaire, qui propose un scan, qui propose de conserver vos résultats de santé, qui propose de conserver les notes de vos gamins. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants de le secondaire, Pronote, avec lequel vous travaillez, sans doute, je cherche les assentiments, oui, bah, c'est une propriété de la Poste. Et donc, voilà, on a ces outils qui vous disent une chose très simple, et j'espère qu'on mérite votre confiance, les données intimes de votre vie, il vaut mieux les mettre dans Digipost qu'ailleurs. Ça, c'est le premier exemple, c'est Digipost. C'est un exemple très puissant, parce que nous, on ne va pas en faire des choses que vous ne souhaiteriez pas que nous fassions. Et le deuxième exemple est encore plus, pas futuriste, mais prospectif, c'est l'identité numérique. Alors, à quoi ça sert une identité numérique ? Mais l'identité numérique, c'est ce qui devrait simplifier votre vie
en vous servant avec cette identité de code à la place de tous les autres codes. Vous avez tous, comme moi, plusieurs codes. Je vous suggère d'ailleurs d'en avoir plusieurs, parce que si c'est chaque fois votre date de naissance, dans les 5 années qui viennent, ça va être un drame. Vous allez être piraté de tous les côtés. Eh bien, l'identité numérique, c'est une identité qui est certifiée et qui vous permet de vous libérer de tous les codes de la Terre en utilisant, quand elle sera diffusée, l'identité numérique de la Poste. Alors, pourquoi choisir celle de la Poste ? D'abord parce qu'en France, aujourd'hui, c'est la seule qui soit certifiée. Vous êtes en train de vous dire, mais la Poste est une entreprise technologique. La réponse, c'est oui. Pour notre fille Orange, Orange n'a pas une identité numérique certifiée aujourd'hui. Microsoft n'a pas d'identité certifiée aujourd'hui en France. Nous sommes les seuls, et c'est fait sur une base vraiment à la fois de sécurité, dans une dimension de défense nationale, et l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est une agence gouvernementale de sécurité, a accepté l'ensemble de nos briques technologiques. Et donc, les Français, au fur et à mesure, vont dans les 10 ans qui viennent, et vous vous souviendrez que je vous ai dit ça en ce 9 septembre, se doter d'identité numérique. Et ce sera une évidence pour vous, dans 10 ans, d'avoir cette identité numérique. Nous, on veut que ce soit à la Poste, parce qu'on pense qu'on est les seuls à qui vous pouvez faire confiance. On est les seuls. Alors la Poste, on le voit, donc c'est l'entreprise technologique qui a investi dans le numérique, qui propose des services digitaux et innovants, mais c'est aussi, et c'est encore, le facteur. Cette figure tutélaire du monsieur ou de la dame qui vient apporter le courrier 6 jours par semaine dans chaque domicile de France. Oui. Cette figure-là, il n'a jamais été question sinon de la supprimer, du moins d'en réduire l'ampleur. Au contraire, elle reste. Oui, alors, plusieurs choses. D'abord, il y a beaucoup moins de facteurs qu'il y a 10 ans. Il y a beaucoup moins de facteurs puisqu'il y a 2 fois moins de lettres. Et dans 2 ans, 3 fois moins de lettres. Parce que 6 milliards de lettres, c'est pour 2023. Donc, il y a moins de facteurs. Nous avons considéré que les facteurs avaient, dans les grands enjeux de la société qui vient, un rôle central à jouer. C'est une vision et c'est un pari, parce qu'il va falloir le démontrer. C'est une vision parce que quels sont les problèmes de la société qui vient ? Quels sont ces problèmes ? Le premier problème auquel on a songé pour les facteurs, c'est-à-dire pour des femmes et des hommes qui savent apporter de la proximité, non pas au dernier kilomètre, mais au dernier mètre, c'est le vieillissement de la population. La France est en train de vieillir, c'est un mouvement inéluctable. Même si on se mettait à faire beaucoup d'enfants, ça ne viendrait à l'âge adulte que dans 25 ans. Donc, dans les 25 ans qui viennent, la France va beaucoup vieillir, comme elle n'a jamais vieilli dans toute son histoire. Je vous donne 2 chiffres. En 2013, il y avait 600 000 nonagénaires en France, c'est-à-dire personnes de plus de 90 ans. En 2030, il y en aura 1,3 million. En 2040, il y aura 7 millions de Français de plus de 70 ans. Et ça, en dehors du fait que je ferai partie de cette catégorie, ça va complètement changer la société française. Je crois que personne n'imagine, parce qu'aucun humain ne l'a encore vécu, ce que c'est qu'une société où il y a autant de seniors ou de vieux. Et on s'est donc dit, mais cette société qui vient vieillir, de quoi va-t-elle avoir besoin ? Et comment la Poste et ces femmes et ces hommes peuvent répondre à ce besoin. Donc on ne s'est jamais dit, c'est fini pour les facteurs. Jamais. Nous sommes des femmes et des hommes d'entreprise. On s'est dit, avec le potentiel humain qu'on a, avec l'intangible, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas physiquement, de la confiance que les gens nous prêtent. D'ailleurs, vous nous en prêtez aussi. Vous avez dit, comme une lettre à la Poste, c'est un intangible.
comment on va répondre aux besoins de demain. Jamais je n'ai pensé supprimer nos facteurs. Jamais. Mais nous avons dit, nous allons réfléchir aux besoins de la société et voir comment y répondre. Alors, en matière de vieillissement de la population, notre proposition, elle est simple, elle est de transporter des médicaments chez les vieilles personnes, elle est de leur faire des visites de lien social et de courtoisie, elle est d'apporter les repas, et moi je crois énormément au développement de la livraison des repas chez les seniors, ce qui n'est pas le Uber Eats, etc. C'est pas ça. C'est les communes, les départements, les communautés de communes, les associations vont livrer les personnes âgées. Parce qu'il y a une chose, et le gouvernement vient de faire ce choix-là, qui est absolument structurante, notre pays a décidé qu'il allait tout faire pour que les gens vivent la dernière étape de leur vie chez eux. Et s'ils sont chez eux, alors les femmes et les hommes qui sont les spécialistes du domicile ont un avenir, et ça, ce sont les factrices et les facteurs. Donc ça, très clairement, ça a été notre priorité. Elle se développe. Nous livrons déjà plusieurs millions de repas chaque année. Et j'espère qu'un jour, les repas viendront remplacer les lettres. Il y a un deuxième avantage avec les repas, c'est que c'est chaque jour, ça. Et ça ne va pas changer. Il y a d'ailleurs une autre personne dans cette salle qui compte là-dessus. C'est le plus grand chef du monde. Il s'appelle Alain Ducasse. Lui aussi, il sait que ça ne va pas changer. Tous les jours, nous allons continuer à manger. Vous n'avez pas dit que les facteurs allaient amener du Alain Ducasse chez tous les Français non plus. Hein. Je tempère votre enthousiasme. Ça dépend des tarifs d'Alain. Hein. Mais moi, Alain, je suis prêt, tu le sais. Mais finalement, cette figure du facteur elle est très emblématique de ce qui se passe, c'est-à-dire parmi les mutations que connaît votre groupe, il y a ce positionnement entre le secteur concurrentiel, parce que vous devez gagner de l'argent naturellement, et puis cette mission de service public. Oui, c'est important, cette mission de service public, c'est un des sujets d'ailleurs dont vous discutiez encore assez récemment avec le gouvernement. Oui, alors la mission de service public, on continue à l'exercer, elle est bien sûr beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'hier. Parce que quand vous délivrez 18 milliards de lettres, vous construisez un réseau, il est stabilisé pour 18 milliards. Quand vous devez réfléchir à ce qui reste de votre réseau, c'est-à-dire à passer partout quand vous n'en avez plus que 6, c'est quand même un truc très très compliqué. Alors, vous l'avez dit, premièrement, nous avons décidé de garder le rôle du facteur et de la factrice. Nous sommes partis de l'idée que si on savait répondre aux besoins de la société, il y aurait un rôle pour ces facteurs et ces factrices. Alors on me demande un jour, est-ce que vous avez pensé à changer leur nom? Jamais, c'est le plus beau nom du métier du monde, facteur. Facteur, c'est quoi? C'est l'homme qui fait. Donc on ne va pas changer ça. Simplement, ce ne seront plus des facteurs lettres. Et ce point est très intéressant, ce débat sur le rôle et le nom du facteur. Lors du premier cycle stratégique que j'ai commencé avec nos organisations syndicales, on a de la chance, on en a 7. Et chaque année, c'est pas du tout pour inspirer le MEDEF. Hein. On appartient au MEDEF, mais on n'est pas très très actif parce qu'on est une entreprise très particulière. D'abord, on est 250 000. Et on a des métiers, on est une entreprise publique, donc on ne veut pas faire trop de bruit, on ne veut pas gêner, quoi. Hein. Donc, on fait partie de la famille, mais un peu éloigné, je dois le dire. Même si j'ai une excellente relation avec Geoffroy Roux de Bézieux, et on s'entend très bien, et on fait des choses ensemble. Mais je reviens là-dessus. 2 fois par an, avec chacune de nos fédérations syndicales, on a une demi-journée de stratégie. 2 fois par an, avec chacune. J'étais avec la CFDT hier. C'était le 2e cycle de l'année 2021. Et là, on parle de stratégie, on parle que de ça. Alors, ma première réunion avec eux, je ne peux pas vous donner le nom de l'organisation, mais elle est très, très méridionale. Et je leur ai dit, les facteurs, ils vont faire autre chose que de la lettre. Ils vont devenir des facteurs services. Et voilà notre vision et notre rêve. Et ils me disent, Monsieur le Président, on ne fera pas ça.
Je dis, ah bon? Ben non, on est des facteurs lettres, donc on ne pourra pas faire ça. Je dis, écoutez, si vous êtes des facteurs lettres, comme il n'y aura plus de lettres, vous serez des facteurs quoi? Et même eux, ça les a fait réfléchir. Et comment s'est fait leur conversion idéologique? Parce que l'idéologie m'intéresse beaucoup, et moi j'ai une idéologie comme tout le monde a une idéologie. Hein. Si vous pensez ne pas avoir d'idéologie, c'est une idéologie de penser que vous n'avez pas d'idéologie. Eh bien, leur conversion idéologique s'est faite grâce à mes arguments de conviction, mais surtout parce que les facteurs sont allés les voir en disant, écoute, vous arrêtez de jouer, de la lettre, il n'y en aura plus, on essaye d'inventer autre chose, ralliez-vous. Et dans le Figaro, ce qui m'a étonné d'ailleurs, parce que ce n'est pas là que je les attendais, en juin 2018, l'un de leurs représentants a dit « Nous n'avons pas d'objection idéologique au nouveau service. Ce qu'il faut, c'est mieux former, mieux payer. Mais on n'a plus d'objection, donc la bataille était gagnée. » Le facteur est l'image, pour moi, d'une société qui n'a pas renoncé à la cohésion sociale. C'est ça pour nous. Et c'est comme ça qu'on essaye de le développer. Est-ce qu'on va gagner ? Je vous dis très simplement que je ne sais pas. Mais aucun entrepreneur n'est sûr que dans 5 ans, il aura gagné. Vous voyez ? Mais nous développons ça. Ça va prendre du temps. Les nouveaux services, quand nous les avons lancés, que nos syndicats méridionaux n'ont pas été enthousiastes, le chiffre d'affaires était de 0. Il va être de 700 millions d'euros cette année. Objectivement, il faut arriver à toucher les 3 milliards. Vous voyez, mais on est bien dans l'idée que les factrices et les facteurs sont les acteurs d'une société qui va se transformer totalement et qui n'a pas renoncé à la cohésion sociale. Alors par-delà les syndicats que vous avez réussi à convaincre, j'entends bien que le premier pas, la première bataille est gagnée, vous avez 250 000 collaborateurs à embarquer dans toute cette histoire. C'est quand même le plus grand défi, ça, d'emmener 250 000 personnes vers des nouveaux métiers, vers une nouvelle entreprise. Non, ça, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est les syndicats. Bon, alors, et les 250 000... Mais on se sert des salariés pour convaincre les syndicats. Parce que les syndicats ont compris qu'ils votaient pour eux. Donc, on passe par les salariés pour convaincre les syndicats. Et je ne suis pas sûr que je l'ai convaincu. Je pense que si vous invitiez, pas convoquiez, mais invitiez un syndicaliste sur scène, peut-être qu'il vous dirait qu'il n'est pas convaincu. Mais enfin, en lisant le Figaro, j'ai compris qu'il n'y avait plus d'objection idéologique. Donc, voilà. Donc 250 000 personnes à embarquer dans l'histoire, c'est un énorme programme de formation, c'est des nouveaux métiers à inventer. Non, d'abord, c'est une démarche de partage stratégique. Alors, quand je suis arrivé en 2013, on a consulté 150 000 des 220 000 postiers en France. Là, sur les 250 000, on en a 30 000, maintenant 40 000 à l'étranger, et que 210 000 postiers travaillant en France. Pas 210 000 facteurs, mais des gens qui sont salariés à la Poste. Pour moi, donc ça, c'est des postiers. Eh bien, on les a consultés. 150 000. On a fait 15 000 tables rondes de 10 personnes. 15 000. Pas 1500. 15 000. On les a interrogés sur la Poste d'hier, sur la Poste d'aujourd'hui, sur la Poste de demain, en 2020. On a fait la même chose l'année dernière. L'année dernière, il y a eu 135 000 participants. Alors vous allez vous dire, c'est moins un succès qu'avant. Non, c'est qu'il y a moins de postiers. Donc 135 000, c'est énorme pendant le confinement. Hein. Et on leur a demandé leur avis sur le bilan en 2020. Et on leur a dit, qu'est-ce que sera la Poste en 2030 ? On a consulté nos partenaires, on a consulté les syndicats, on a consulté des élus, on a fait des conférences citoyennes dans un certain nombre de métropoles, pas à Dijon, mais on est aussi très présent à Dijon. Et tout ce matériau, il a 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'on a vraiment demandé aux gens leur avis. Et en leur demandant leur avis, on les a fait réfléchir à la stratégie. Donc c'est un partage du diagnostic et de la vision. Et le deuxième intérêt, c'est qu'ils nous ont donné leur avis et qu'on a tenu compte de leur avis dans notre plan stratégique.
Et le nouveau plan stratégique de la Poste, il s'appelle la Poste 2030, engagé pour vous. J'allais y venir, la transition est toute faite. Que dit ce plan stratégique? Alors, à quoi ressemblera la Poste en 2030? Alors, la Poste en 2030, elle sera une Poste qui donne la priorité à ses clients. Alors, vous allez me dire, c'est évident. Oui, c'est évident à dire. Mais en 2030, on sera capable de le prouver. La priorité sera le client, ce qui veut dire aussi que ça fait énormément de changements, y compris pour nos salariés. La deuxième chose que dit ce titre et ce nom de notre plan stratégique, c'est qu'elle sera une entreprise engagée. Et en fait, vous allez le voir au cours des 10 ans qui vont venir, toutes les entreprises vont être amenées à s'engager dans la société, au-delà même de leur acte. Et c'est ce qu'on appelle la raison d'être. C'est la raison d'être. C'est ce que dit Geoffroy quand il dit l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général, ce qui veut dire que l'entreprise doit se préoccuper pas simplement de son seul profit, mais de l'intérêt général. Et si elle se préoccupe de l'intérêt général, elle devient une entreprise engagée. Et donc, nous serons une entreprise engagée, et nous le sommes déjà pour réussir les 4 grandes transitions que nous voyons dans le pays, en France, et dans la société de demain, la transition écologique, la transition numérique, on en a parlé, la transition territoriale, parce que le développement économique fracture et transforme les territoires, et puis la transition démographique, ça on a parlé du vieillissement de la population, mais aussi dans un pays qui devient plus vieux et où les vieux pèsent beaucoup plus lourd, le sujet spécifique de la jeunesse. Donc, on est dans cette transformation et c'est ça qu'on dit. On est fondamentalement une entreprise de confiance et donc en 2030, on aura 5 grands métiers. Le premier métier de la Poste en 2030, ce sera le colis et la logistique. Ça, ce sera le premier pays, le premier métier. Et en 2030, on sera toujours le premier français, on sera le premier européen. Et notre espoir, c'est d'être le premier en Asie du Sud-Est, d'être le premier en Afrique. Il n'y a que 3 pays dans lesquels on ne veut pas investir directement parce qu'en fait, leurs marchés sont fermés pour des raisons différentes dans chacun. Le Japon, parce c'est un oligopole, il y a 3 opérateurs de logistique, on est allié de 2 des 3, donc l'idée de venir dans leur marché ne nous paraît pas bonne. Les États-Unis, parce que FedEx, UPS et Amazon tiennent le marché et qu'on n'a pas au Congrès des États-Unis leur puissance pour ouvrir ce marché, parce qu'il faut passer par le Congrès pour ouvrir le marché. La Poste américaine, ça perd 10 milliards de dollars par an, depuis 10 ans. Et ça va très bien à FedEx et à UPS, parce que ça interdit à la Poste américaine d'aller sur leur marché. Donc, si USPS, United States Postal Service, n'arrive pas à faire concurrence à FedEx et à UPS, ce n'est pas des Gaulois qui vont y arriver, donc on n'ira pas aux États-Unis. La Chine, enfin, c'est assez simple, je vais essayer de le dire de la manière la plus polie. Le dernier kilomètre est un métier politique. Aller livrer chez les gens chez eux, c'est un métier de logistique, oui, mais c'est aussi un métier politique. Pas pour nous. Je voudrais revenir sur la première transition que vous évoquiez et dont on n'a pas encore parlé, qui est la transition écologique. Comment vous êtes-vous saisi de cette question? Alors d'abord, nous sommes potentiellement un grand émetteur de carbone, puisque nous avons des dizaines de milliers de véhicules. Une partie de ces véhicules est émue par la force humaine, ceux-là, ils n'étaient pas polluants, c'est les vélos. Sauf que maintenant, tous nos vélos sont électriques. Pourquoi? Parce que comme ils transportent des charges de plus en plus lourdes, on n'a pas voulu que le travail de nos factrices et nos facteurs devienne trop lourd. D'accord? Donc tous les véhicules de la Poste sont électriques. Les vélos sont électriques. On a lancé très très tôt, très en avance, c'est mon prédécesseur Jean-Paul Bailly, un appel d'offres pour avoir des voitures électriques. Et rencontrant le maire de Dijon ce matin, François Rebsamen, je lui disais que dans le cadre de notre convention de logistique urbaine, on a signé en 2019 avec la métropole et la ville de Dijon, comme toutes les métropoles en France,
une convention de logistique urbaine, La Poste aura dans quelques années uniquement des véhicules non carbonés. Et nous avons la première flotte en Europe de voitures décarbonées. Nous avons les seuls véhicules de facteurs à hydrogène. C'est dans votre région, à Lons-le-Saunier. Donc la moitié des facteurs lédoniens circulent en véhicules à hydrogène. C'est évidemment payé par l'Union européenne parce que le prix du véhicule interdirait toute rentabilité de livraison des lettres et du colis. Vous n'imaginez pas ce que c'est cher. Mais là, nous, on paye ce qui est le prix d'un véhicule carboné et l'Union européenne nous paye le reste. Donc si vous voulez voir des véhicules qui fonctionnent à hydrogène, vous en avez tout près de chez vous. Enfin, c'est pas si près que ça, mais c'est à Lons-le-Saunier. Donc on a décidé de devenir la première poste neutre en carbone. Et donc, aujourd'hui dans le monde, sur les 193 postes, il y a 193 pays, hein, la seule qui soit neutre en carbone, c'est nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'émet pas de carbone. Ça veut dire que, d'abord, on a beaucoup reconverti nos véhicules en véhicules non carbonés, mais que tout ce que nous émettons partout dans le monde est compensé par des investissements de décarbonation en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en France. Par exemple, je vous donne un exemple pas au hasard, à Biarritz, lors du G7 de 2019, puisque la France a accueilli le G7 en 2019, nous avons investi dans un projet de reforestation dans le Pays Basque. Et ce projet de reforestation compense les émissions carbone qui sont les nôtres. Donc, nous sommes la seule poste neutre en carbone. On va maintenant compter le nombre de postes au fur et à mesure qui vont nous rejoindre. Deutsche Post DHL a prévu de nous rejoindre en 2040, ce qui, dans les 20 ans à venir, va permettre à la Poste française d'expliquer qu'elle est neutre en carbone et que son principal concurrent ne l'est pas encore. Et on espère qu'il va nous rejoindre et que vous-même, vous préférerez un livreur neutre en carbone à un livreur qui sera neutre en carbone en 2040. Et si vous ne le préférez pas, vos enfants vont vous rappeler que eux le préfèrent. Donc c'est un argument concurrentiel pour nous aussi. Il y a donc ça, et le grand objectif, c'est un jour d'être émetteur en zéro carbone. Ça prend un peu plus de temps. Pourquoi on ne le fait pas tout de suite? Parce que c'est très très cher, parce que les technologies n'existent pas toujours. On a battu il y a 15 jours et j'ai beaucoup regretté qu'on n'ait pas pu en parler en même temps, c'était les vacances, mais peut-être que le bien public pourrait le faire. On a battu le record du monde de la tournée la plus longue en camion électrique. Ça s'est fait en Suisse. C'est DPD Suisse, notre filiale suisse, qui l'a fait. Elle l'a fait avec un véhicule Volvo. Je ne sais pas que je veuille faire de la pub pour Volvo, mais quand même, ils sont nos partenaires. Sur le circuit de Hanovre, en Allemagne, avec les pneus Continental. Moi, j'espère, parce qu'on est très amis de Michelin, et plus amis de Michelin que de Continental, que la prochaine fois que je pourrais en parler, je pourrais dire avec des pneus Michelin. Le camion en question, un vrai camion, hein, pas un petit véhicule, non, un vrai camion, a fait 1020 km sans avoir besoin de se recharger. Donc, tout ça, c'était pour dire que aujourd'hui, même si on le voulait, la technologie n'est pas prête et de toute façon, ce serait trop cher. Et de toute façon, ça ne sert à rien d'être émetteur à zéro quand les autres ne sont même pas devenus neutres en carbone. Vous voyez ? Il ne faut pas avoir deux coups d'avance. David, en bon businessman, le sait. Un, ça suffit. Deux, c'est pas sûr que les clients soient prêts, c'est quand même eux qui décident. Voilà. Donc, pour nous, c'est un élément absolument essentiel. Enfin, je crois que c'est important, le gouvernement vient de décider d'accélérer la rénovation thermique des bâtiments. C'est un point absolument clé, fondamental. C'est une source majeure de pollution et une source de pouvoir d'achat supplémentaire, parce que évidemment ce sont les plus modestes, les plus fragiles, qui ont les bâtiments
ou les logements les moins bien isolés, et ça leur coûte cher, etc. La Poste aide à ça. Elle aide à ça de trois manières. D'abord, elle a une banque, la Banque Postale, qui a mis en place ce prêt pour accélérer ses opérations. Deuxièmement, on fait la pédagogie du plan gouvernemental à domicile par nos facteurs. Et les facteurs peuvent d'ailleurs faire un début de diagnostic énergétique. Enfin, nous avons le leader du financement de ces travaux avec les certificats d'énergie. Donc, vous ne le saviez pas, mais la première entreprise de financement des travaux avec les certificats d'énergie, c'est également une filiale de la Poste. Voilà, donc on considère que c'est un des enjeux centraux et on le prouve en investissant dans ce domaine. Je rebondis sur la Banque Postale que vous évoquiez à un instant, parce qu'il faudrait quand même qu'on en parle. Ça a été une actualité forte de cette année, donc cette fusion avec CNP Assurance. Quelle était la stratégie et ce nouvel opérateur, donc un des leaders de la banque assurance en Europe, qu'est-ce que c'est de nature à changer pour les clients entreprises en particulier? Alors, d'abord, il faut toujours avec la Poste parler d'histoire. Parce qu'on est dans notre 6e siècle, et finalement, ma seule responsabilité à la fin du jour, c'est de préparer le 7e. Dans l'histoire de la Poste, il y a les services financiers postaux, qui ont été développés dès le 19e siècle. Et on l'oublie toujours, mais le premier chéquier des Français en 1919, c'était le compte chèque postal. Mais on le voit bien avec l'histoire, c'est en train de disparaître. Dans 10 ans, il n'y aura plus de chéquier. Mais nous avions depuis très longtemps des services financiers postaux et l'ensemble des banques françaises a tout fait pour que nous ne devenions pas une banque. On a un peu persisté et donc en 2005, les services financiers de la Poste, les comptes chèques postaux, sont devenus une banque. Il nous manquait, pour avoir un modèle complet et efficace de banque, une compagnie d'assurance comme celle de tous les autres groupes bancaires. Et cette opération, on l'a faite en 2020. Elle a un nom qui s'appelle Mandarine. Je répondrai à la question de savoir pourquoi, mais pas tout de suite, seulement si vous me la posez. Et ça nous a permis d'avoir un modèle stratégique qui est le même que celui de nos 5 concurrents. Les 5 banques françaises sont excellentes, elles sont rentables, elles font partie des 5 meilleures banques d'Europe. Nous sommes le 11e groupe financier bancaire de l'Union européenne. On n'a pas de chance parce que dans les 11, il y a 5 Français. Enfin, 6 avec nous. Donc on a le marché bancaire le plus concurrentiel de l'ensemble de l'Europe. Ça nous a permis donc de faire des propositions à tous les clients et à, en fait, diversifier l'offre de la Banque Postale. Donc la Banque Postale, c'est la seule banque qui ait une mission de service public, qui est de servir tout le monde, parce qu'il y a des tas de Français qui n'osent pas rentrer dans certaines banques. Aucun n'ose ne pas rentrer à la Poste. C'est une puissance pour nous. C'est très compliqué pour nos employés quand même, hein, parce que cette clientèle, elle ne parle pas toujours français, elle est pauvre, elle n'est pas facile, et c'est pour nous une manière de garder cette mission de service public et de permettre qu'elle n'empêche pas notre développement. La Banque Postale, elle ne deviendra jamais la première banque en France, ce n'est pas son souhait, ce n'est pas sa stratégie, ni la première banque en Europe. Le sujet, ce n'est pas la taille. La Banque Postale, c'est la banque leader du développement durable. Elle est la première banque engagée et j'espère que les autres banques la suivront. Alors, en quoi est-ce qu'elle est engagée? D'abord, elle accepte tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui sont chassés des autres banques sont acceptés chez nous. Et je reviens à l'aphorisme de Geoffroy Roux de Bézieux. L'État n'a pas le monopole d'intérêt général, mais les clients des banques vont demander aux banques de prouver qu'elles agissent pour le climat, la cohésion sociale, etc. Eh bien, c'est ça le leadership que doit construire la Banque Postale. Il faut que vous sachiez, par exemple, que si vous confiez votre épargne à la Banque Postale, 100% des produits de gestion d'actifs
et de gestion d'épargne de la Banque Postale, 100%, sont investissements socialement responsables. C'est la seule banque en Europe et dans le monde dont tous les produits sont ISR aujourd'hui. Et donc c'est ce leadership qu'on va chercher avec une offre qui est plus complète et qui nous permet de tenir la concurrence avec nos partenaires et nos concurrents et donc nos confrères. Bien aimés. Philippe Val, un grand merci. Le temps qui nous était imparti se termine. On était ravis de vous accueillir à cette université d'été du MEDEF. C'est pas prévu qu'ils posent des questions ? Non, c'est pas prévu qu'ils posent des questions. Il n'y a que moi qui pose des questions. Ah bon, c'est vrai ? C'est un privilège. D'accord. Alors vous ne saurez pas pourquoi ça s'appelle... Ben si, parce que je vais vous le demander, évidemment. Et il nous reste 15 secondes. Il nous reste 15 secondes, Philippe Val, pour que vous nous disiez pourquoi mandarine. Évidemment. C'est quoi votre question ? C'est quoi mandarine ? Pourquoi mandarine ? Alors pourquoi mandarine ? En fait, c'est simple. Vous savez, chaque fois qu'on a un projet, il faut lui trouver un titre qui ne révèle pas le projet. Essentiellement, d'ailleurs, pour des raisons de confidentialité. Un nom de code. Oui, bon. Donc, par exemple, quand on a fait l'acquisition de NinjaVan, qui est une start-up, enfin, de 30% de NinjaVan, qui est une start-up à Singapour, aujourd'hui on est le premier actionnaire, mais ça ne fait pas encore partie du groupe La Poste, on a appelé ça Tortue. Ouais, Ninja, oui. On n'a pas... Non, mais Tortue, vu de l'extérieur, après vous vous dites Ninja. Mais quand les gars travaillaient dans une salle où il y avait marqué Projet Tortue, franchement, c'était pas évident de... Plus personne ne connaissait NinjaVan, donc de toute façon... Donc, voilà ce qu'on donne comme nom. Et donc, notre projet de rapprochement avec CNP Assurance, on s'est demandé avec Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui est présente dans votre région et qui est notre premier actionnaire. Et nous avons une tendresse particulière pour nos deux actionnaires, la Caisse des dépôts et l'État, j'en profite pour le dire publiquement. Non, mais elle est sincère, parce qu'ils nous ont apporté un soutien absolument considérable. Parce que, je vais revenir à Mandarine, hein, mais la transformation de la Poste, c'est très compliqué, puisqu'on a perdu 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires au cours des dernières 8 années. Hein. 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire l'équivalent de la RATP, ça n'existe plus. C'est ça qui nous est arrivé. Les postiers ont fait un travail exceptionnel, je l'ai dit. Nos deux actionnaires nous ont aidés. Donc, ce que je disais sur le ton humoristique, c'est vrai. Et on s'est dit avec Éric, comment on va l'appeler ? Alors, il m'a dit, vous êtes jaune. Vous savez que la Poste est jaune. Nous, on est rouge. Et je lui ai dit tout de suite, ouais, mais orange, c'est déjà pris. Donc, on a dit mandarine. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Val, de terminer sur cette note d'humour.